Nous sommes jeudi 22 février 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité sur les antennes de vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio WattFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+ et sur la fréquence TNT de Multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour à vous, juge Géofava. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette 4e convocation, le tribunal de l'actualité auditionne le docteur Wenlaima Hyacinthe Ouedraogo. Il est enseignant-chercheur, écrivain et titulaire d'un doctorat unique en histoire africaine. Avec lui, il sera question à cette audience de la situation sociopolitique, la veille citoyenne comme nouveau rempart. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Oui, bonjour Président, bonjour auditeurs et bonjour Monsieur le juge. Et sur ce, je déclare ouverte cette 4e audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Géofava, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, je vais faire un clin d'œil au mot à dire, un clin d'œil à ceux qui y appellent et de façon constante posent les problèmes du quotidien, espérant qu'il y ait l'oreille attentive de l'autorité qui veuille y répondre en apportant évidemment des solutions. Et l'un des problèmes qui a longtemps été posé, c'était bien la RN4 avec l'anarchie qu'il y a en termes de stationnement et même de circulation. Donc les usagers étaient aussi interpellés. Et interpellés était forcément aussi la police, parce que c'est elle qui a à charge de la régulation de ces éléments-là et qui, au cas où on se rend compte qu'il y a d'énormes problèmes, qui peut en tout cas assainir, qui peut intervenir. Et il y a donc, depuis je crois, c'est hier et avant-hier, des descentes qui y ont été menées. Et ces descentes-là ont permis de juguler le problème. Et ce qui est intéressant, je pense que c'est Ouattara Cheikh qui est parmi les plus, et que je salue au passage, qui est parmi en tout cas les plus incisifs sur ce problème-là. Ils ont tous appelé pour féliciter l'autorité. Je pense que c'est tout le sens des émissions à appel direct, des émissions d'expression directe que nous avons. Et je pense que c'est l'importance de la parole libérée. Parce que si on ne permet pas aux gens de vendre leur maladie, comme on dit souvent, c'est difficile d'avoir le remède. Et quelquefois, l'autorité a besoin aussi de piqûres de rappel pour se bouger. Pas parce qu'il y a forcément il y a l'inertie ou quoi que ce soit, mais je pense que chacun d'entre nous, quelquefois, tombe dans un genre de train-train quotidien parce qu'on a beaucoup à faire. Mais c'est des petites piqûres de rappel qui nous permettent quelquefois de faire de très bons gestes, alors que peut-être si on s'y était beaucoup plus intéressé, on allait le faire bien vite. Mais ce qui reste à espérer, c'est que ça ne se fasse pas pendant 2 jours, 3 jours, et puis après, on revienne encore dans la même réalité avec les conséquences. On se rappelle qu'il y a quelqu'un qui appelait et qui nous décrivait un accident en live. Et ça, parce qu'il y avait toujours ces inconduites-là et ces mauvais comportements. Félicitations en tout cas à l'autorité pour avoir réagi, je parle de la police. Félicitations à ceux qui ont interpellé et que ces canaux-là soient toujours usités pour dire ce qui ne va pas dans la société, dans le but constructif, je le dis toujours, dans le but constructif, c'est ça le plus important. Merci à vous, juge Géofava, pour cet avant-propos. Animation de la vie sociopolitique au Burkina dans un contexte de transition. Eh bien, analyse, rôle, implication et quelles conséquences pour la veille citoyenne. Voici le sujet enrôlé pour cette audience du tribunal de l'actualité avec le docteur Wenlaima Hyacinthe Ouedraogo à la barre du tribunal. Il est enseignant-chercheur, écrivain et titulaire d'un doctorat unique en histoire africaine. Juge Géofava, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Oui, bon, c'est une question de généralité parce que on dira qu'on a un intellectuel face à nous. Il y a un faux procès qui est souvent fait à l'intellectuel burkinabé, que certains trouvent un peu, je ne vais pas dire lunaire, mais très loin
de la réalité qu'on traverse aujourd'hui et qui, dans l'approche, dont ne sent pas vraiment la part contributive, si ce n'est par moment de prendre plutôt des positions qui sont pour certaines masses aux antipodes en tout cas de ce qui devrait être. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce discours qui est souvent posé? Est-ce que vous vous dites aussi qu'il y a un genre de mea culpa à faire pour l'intellectuel de façon générale, ou bien qu'il est quelquefois incompris parce que c'est aussi des productions qui sont faites, des propositions qui sont souvent faites, mais qui ne sont pas sur la place publique et quelquefois aussi qui sont ignorées? Ok, merci bien, Jules Vaha, pour la question. Effectivement, je me sens souvent concerné et souvent aussi pas concerné. D'accord. Donc, ça dépend des postures qu'on adopte. Dans la question donc de la production intellectuelle, il faut effectivement dire que l'intellectuel burkinabé, dans sa production intellectuelle, est souvent coupé du reste de la société. C'est le principal reproche qu'on peut faire peut-être aux universités ou en tout cas aux intellectuels. Parce que c'est pas qu'il n'y a pas de production qui sont faites. C'est pas qu'il n'y a pas de propositions qui sont faites. Il y a des laboratoires, il y a donc des anciens qui travaillent donc dans des secteurs bien donnés, qui ont de la matière et qui trouvent. Mais le pont n'est pas établi entre la réflexion faite dans les communautés scientifiques ou dans le milieu académique et le reste de la société. Comment est-ce qu'on applique ces réflexions? Je prends le simple exemple des articles. Comme il a dit, je suis historien et nous avons des laboratoires et nous faisons des recherches. Même nous avons souvent chaque 2 ans, l'enseignant-chercheur a droit à un voyage d'études. Nous avons des primes de recherche pour permettre donc une production continue. Mais maintenant, ces articles qui sont le plus souvent écrits, ou le plus souvent ces enseignants-chercheurs qui vont dans les pays de la sous-région, qui participent au colloque, il y a des découvertes qui sont faites. Mais ce n'est pas mis le plus souvent au service de la communauté dans son ensemble. C'est comme si, comme je l'ai dit, il y a un manque de pont et les scientifiques, c'est comme s'ils sont refermés sur eux-mêmes. Et aujourd'hui, cette question interpelle à la fois l'intellectuel, mais aussi les décideurs politiques, de créer les conditions qui favorisent l'application des découvertes ou en tout cas des résultats de la recherche dans la vie active. Je sais que c'est déjà fait, mais pour ma part, je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour rendre accessible la production intellectuelle donc, et surtout la mettre au service de la société. Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, par rapport donc à ce reproche aussi qui est fait aux intellectuels d'avoir des analyses souvent qui sont aux antipodes des réalités sociales, je crois que moi, je pense que c'est bien fondé. Et je pense que l'intellectuel lui-même, ou en tout cas tous ceux qui sont le fruit même du système éducatif burkinabé, sont victimes, j'allais dire, de la mauvaise adaptation du système éducatif. Nous avons un système éducatif qui n'est pas approprié, qui ne prépare pas le citoyen, ou en tout cas le produit du système, à être totalement au service. Quand on est produit du système éducatif, on est déconnecté des réalités. C'est comme si on a ses pieds au Burkina Faso et son âme en France ou en Europe ou à l'étranger. Ce qui fait que aujourd'hui, quand nous considérons la situation politique du Burkina Faso, la plupart de ceux qui font des analyses et qui ne sont pas compris se fondent sur des valeurs démocratiques, se fondent sur le droit gréco-romain pour critiquer, ou en tout cas, à mon sens, faire des propositions qui, le plus souvent, vont à l'encontre des aspirations des masses. Ce qui fait que ces gens ne peuvent pas être compris parce que le raisonnement qui est fait est biaisé donc dès la base. Et moi, je pense que c'est à l'intellectuel de se remettre en cause, de se poser la question, ce que j'ai appris dans mon parcours, dans mon cursus scolaire académique, comment est-ce que je peux l'adapter au contexte africain? Parce que c'est un savoir, j'allais dire, extraverti, qui ne colle pas avec
les réalités sociologiques, anthropologiques, historiques de nos pays. Et il faut un travail de fond pour s'adapter. Je vais me limiter là. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si. Okay. Vous avez répondu à la question. Alors, vous avez fait un écrit en lien justement avec le sujet qui a valu votre convocation à cette audience du tribunal de l'actualité. Votre écrit est intitulé « Naissance d'un nouveau courant politique ou la reconfiguration de la scène politique nationale ». Avant d'en venir à l'analyse que vous avez essayé de faire à travers cet écrit, quel est le constat que vous faites de l'animation de la vie sociopolitique actuelle dans le contexte de transition ? Je crois que l'animation de la vie politique au Burkina Faso, on sait que depuis septembre 2022, avec l'avènement du MPSR2, les activités des partis politiques et des OSC sont suspendues. Ce qui rend difficile une quelconque, en tout cas une vie réelle des partis politiques qui sont obligés de participer aussi à leur manière à la reconquête du territoire, donc à la lutte contre le terrorisme, sans pour autant afficher leur couleur politique. Et je pense que les hommes politiques n'ont pas incarné totalement cela. C'est des gens, quand on n'avait pas encore suspendu leur activité, on les voyait très actifs. On les voyait donc sur plusieurs fronts. On les voyait ils parrainaient des activités. Ils participaient à la production de cartes d'identité nationale et autres. On les voyait en tout cas actifs sur plusieurs champs. Mais depuis que leurs activités sont suspendues, pourquoi ne pas continuer dans cette même lancée, surtout en participant à la guerre contre le terrorisme, en appelant donc par exemple, certains l'ont fait, mais pas tout le monde, en appelant par exemple les populations à participer au recrutement VDP, à participer à l'effort de guerre, donc à participer à la veille citoyenne. Voilà. Pour la plupart de ces politiciens, ils sont peut-être dans la posture attentiste. À quel moment on va donc permettre à nouveau leurs activités pour qu'ils soient encore sur la scène politique. Donc moi je pense que l'absence des hommes politiques dans la scène politique fait que l'activité politique, à mon sens, se résume à à la gouvernance politique imposée donc par la transition, qui tente de faire assez de réformes politiques. On a vu donc ce qui s'est passé donc en 2023. Et aujourd'hui, le débat est plus mené entre ceux qui ne sont pas en accord avec la posture de la transition et donc les acteurs même de la transition. Alors, dans votre écrit, allez-y d'abord, Merci, Président. Oui, mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec le développement que vous faites concernant les partis politiques et puis leur posture attentiste. Vous avez corrigé pour dire que certains ont lancé des appels, mais la plupart des partis politiques ont lancé des appels à l'enrôlement. La plupart des partis politiques, ça, dans leur grande majorité, ont lancé l'appel de leurs militants à l'enrôlement. Certains même, on les a vus, sont allés se faire enrôler. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure façon de montrer son accompagnement. Maintenant, il y a cette réalité-là de l'engagement qu'ils peuvent prendre de façon officielle parce qu'ils ont la voix qui porte. Et puis, il y a en tant que parti politique les engagements qu'ils peuvent prendre parce qu'ils ont aussi, quoi qu'on dise, derrière eux des militants et des process par lesquels ils se réunissent. Le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un président de parti politique peut dire qui engage vraiment son parti alors qu'il ne peut tenir aucune instance et il ne peut nullement rencontrer sa base? Oui, ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas dire que non, ils sont dans un attentisme. C'est la réalité de la sanction qui a été prise. C'est la réalité de la sanction qui a été prise. Tout ce qu'il peut faire par moment, c'est faire des communiqués de constat. Tu ne vois pas ta base, tu dis quoi? Maintenant, il ne faut pas avoir un regard biaisé. Parce que, qu'est-ce que nous pensons? Que ceux qui se font enrôler, ceux qui vont... C'est des apolitiques. Je suis désolé. C'est des gens qui ont des colorations politiques. C'est des gens qui sont des militants politiques. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec cette façon de voir les choses. Ok, je vais vous répondre. Allez-y. D'abord, l'attentisme ici s'observe de par le fait que
ces gens, quand ils prennent chaque fois la parole, le plus souvent, c'est pour condamner. Jamais une prise de position qui encourage la transition. Je prends un exemple. Quand il fallait, par exemple, parler de 1% adopté pour appuyer l'effort de guerre, la rémunération des VDP, je ne suis pas sûr que des partis politiques se sont prononcés en faveur. Quand c'est pour s'opposer ou déplorer la situation, on les voit. Mais quand c'est pour encourager... Peut-être vous pouvez parler de la posture des 1%, oui, des syndicats qui étaient concernés, oui. Mais les partis politiques, vous ne pouvez pas me dire ici qu'ils ont tous jeté. Je n'ai pas dit qu'ils ont rejeté, mais est-ce qu'ils se sont prononcés de façon favorable? Ça, c'est un. Deuxièmement, quand par exemple, la même transition décide de la hausse de la rémunération des VDP de 60 à 80 000, quand par exemple il s'agit de la sortie de la CEDEAO, quand par exemple il s'agissait de la création de l'AES, il y a autant de réalités, autant de décisions, d'avancées. Il y a une marche, un rythme imposé par la transition et on ne sent pas les hommes politiques se prononcer. Et quand on ne se prononce pas, le plus souvent, c'est qu'on tombe dans la condamnation implicite parce que vous n'encouragez pas la personne qui entreprend, qui fait des réformes. Récemment, on a vu la modification de la Constitution. Il y a assez d'éléments. Je vais vous poser la question. Oui. C'est le président du parti qui se lève seul pour venir donner son avis, ou bien il donne l'avis du parti qui le représente, qui a des composantes? Je crois que les deux options marchent. Il y a l'option de la consultation de la base, ou en tout cas du bureau et autres, mais aussi l'option de la prise de position personnelle. Et on sait comment aussi nos partis politiques sont ici. Le plus souvent, c'est des partis politiques tenus par un individu. Mais ça, si c'est cela, sur les sujets dont vous parlez, on les a entendus. Les seuls moments qu'ils avaient, c'était les plateaux sur lesquels ils venaient. Et bon, maintenant même, on ne les a même plus, parce que nous sommes journalistes, on sait de quoi nous parlons. Sinon, c'est sur ces plateaux, ces types d'avis-là, on les avait. Et ça variait selon les partis, selon les postures du mouvement sur certains éléments. Et puis, je pense aussi que les partis politiques avaient rencontré même le chef de l'État pour dire qu'ils sont prêts à accompagner. Maintenant, il fallait y mettre en contenu. Donc, moi, quand vous faites un procès que je ne comprends pas, j'ai comme l'impression que vous dites que le politicien, aujourd'hui, c'est celui qui est l'anti-transition. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je suis en train de dire... Donc, rectifier. Je suis en train de dire que les politiciens ne sont pas dans la dynamique de l'accompagnement. Ils sont dans la posture d'attendre qu'on leur autorise. C'est comme si la vie politique, ou en tout cas la participation à la vie de la nation, doit se faire simplement. Avant d'être politicien, on est d'abord citoyen. L'activité politique peut être suspendue, mais la participation citoyenne en tant qu'individu ou en tant qu'organisation de la société doit continuer. Donc si aujourd'hui, le parti politique ne peut pas avoir des activités politiques, mais il peut quand même avoir des activités qui participent donc de la vie de la nation, qui participent aussi de la lutte contre le terrorisme, ou en tout cas des appels à contribution. Vous me comprenez bien. On sait quand les partis politiques ont la permission d'activité, c'est pas donc dans cette morosité qu'on les observe. Voilà, c'est ce que moi je vais dire. Bon, vous faites le jugement sur les partis politiques, mais quand on dit parti politique, c'est un fonctionnement. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas émettre un avis sur des partis qui ont un fonctionnement pour avoir même des postures et avant de s'exprimer et puis vouloir le réduire au sens stricto sensus à une personne, même si elle est présidente. Ça ne tient pas. Je trouve que c'est un peu un raccourci. On est tous rattrapés par une réalité. Hein. Oui, et ça, c'est le débat qu'on est en train de mener. C'est un peu celui qui a rattrapé aussi le ministère de l'administration territoriale lorsqu'il dit venez, on va discuter. Il dit mais on vient de façon personnelle pour donner nos avis. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui prouve que nous disons ce que nos militants pensent? Un parti politique, c'est avec ses militants. C'est ça la réalité. C'est le serpent qui se mord la queue. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut peut-être accepter de reconnaître. Je pense que ça, c'est important. Mais là, donc, quand on veut faire ce type de jugement, il faut le prendre dans, pour moi, le sens le plus plein. C'est trop facile de dire on va faire le jugement sur la personne, et alors qu'on fait le jugement sur le politique, qui a une organisation et dont on connaît aujourd'hui les restrictions. Si on veut faire l'analyse, il faut être aussi sincère. Ok, moi je vais vous poser une question.
si c'est possible. Je ne sais pas si Ici, vous êtes là pour répondre je suis aux questions. Pour répondre aux questions. Allez. Ok. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un acteur politique, sa propre personne, de prendre la parole et de faire un appel à contribution et de faire un don quelconque? On a vu sous Covid. Est-ce que c'est pas fait? C'est fait. Mais c'est fait dans un but plus pour ne pas s'attirer la foudre des populations. Procès d'intention. Non, mais c'est la lecture que je fais en tant que citoyen aussi. Je pense que c'est pas parce que les partis politiques ne sont interdits d'activité que les politiciens doivent disparaître de la circulation, du débat national, doivent disparaître de toutes les formes. Quand je dis tout, c'est pas tout le monde qui a disparu, mais pour l'essentiel, des gens qui, il y a 2 ans, 3 ans passés, étaient les personnes les plus vues sur les plateaux, partout, aujourd'hui, qui ont disparu, je crois que soit on n'est pas dans la dynamique, parce qu'aujourd'hui, comme j'aime le dire, ce qui intéresse les citoyens, c'est pas le débat politique ou le jeu politique. Est-ce que la nation avance? Est-ce que le combat contre le terrorisme, là, nous sommes en train donc d'inverser les tendances pour avoir la victoire? Et si tout le monde, si les citoyens sont unanimes, que la situation est en train donc de s'arranger et que ceux mêmes qui devaient être au devant des choses ne sont plus visibles, c'est vrai, vous dites qu'il y en a qui se font enrôler comme VDP, tout, mais c'est pas à l'échelle où on les aurait attendus. Aujourd'hui, si on allait faire un recensement, et je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont des cadres dans des partis politiques ou qui avaient la voix, qui étaient des leaders d'opinion dans ces partis politiques-là, ont une participation citoyenne aussi accrue que des citoyens qui n'étaient pas vus et qui aujourd'hui donc se donnent et s'engagent pour défendre la patrie. Donc moi je déplore simplement que des acteurs politiques censés diriger la nation, censés apporter donc des idées constructives, aujourd'hui, dans une période charnière de la nation, soit des gens absents parce que les activités des partis politiques sont suspendues. C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Alors, l'écrit qui a valu votre convocation à l'audience du tribunal, je rappelais en début d'émission l'intitulé « Naissance d'un nouveau courant politique ou reconfiguration de la scène politique ». Et quand on parcourt votre écrit, vous avez l'impression que cette veille citoyenne, pour ne pas les nommer, les Waïens, c'est bien écrit, sont banalisés. Pourquoi avez-vous cette impression et en quoi est-ce qu'ils peuvent constituer un rempart puisqu'on parle de scène politique où c'est régi par un certain nombre de règles, c'est régi par la constitution du Burkina? Ok, les Waïens, ces gens qu'on appelle les Waïens ou les Iris, c'est déjà même l'appellation, à mon sens, est plus ou moins une appellation péjorative. Quand une appellation utilisée il y a quelques jours par le chef de l'État. Oui, mais en fait, une appellation, un nom qu'on vous colle pour vous dénigrer, peut avec le temps... Le chef de l'État l'a utilisé, mais ça n'avait pas un caractère de dénigrement. Ça c'est avec l'évolution. Ils se sentent fiers aujourd'hui de se dire Waïen. Oui, monsieur le président, c'est ça. Mais c'est avec l'évolution. Au début, c'est pas eux qui ont créé ce nom. Pourquoi on les appelle des Waïens? C'est parce qu'ils font des directs et ils disent aux gens de sortir parce qu'il y a une tentative de déstabilisation. Il y a ceci ou cela. Mais avant qu'on les appelle des Waïens, on les appelait des Irissi, parce qu'ils ont dit que c'est urgent, tout. Et comme c'est le plus souvent, c'est des analphabètes, ils ne parlent pas bien français, voilà, soit c'est des morophones, des dioulaphones, vous savez que l'accent n'est pas facile. Donc ils disent c'est urgent, ils disent c'est Irissi. Donc c'est des appellations au début qui avaient une connotation péjorative. Une volonté donc de rabaisser ces gens, de les dénigrer. C'est avec le temps que ces gens n'ont pas fui, n'ont pas eu honte qu'on les appelle des Irissi ou des Waïens. Donc aujourd'hui, c'est une appellation qu'il faut donc que les gens valorisent et qui est en train donc d'être une identité d'un groupe qui assure la veille citoyenne, d'un groupe qui se reconnaît dans la gouvernance actuelle déployée par la transition. Donc aujourd'hui, quand on dit Waïen, c'est comme une appellation qui rime avec fierté, une capacité à endiguer les velléités de l'impérialisme, toutes les forces qui veulent déstabiliser la transition. Donc pour moi, au début, ces gens étaient banalisés.
banalisé parce qu'on se disait que, on a vu plusieurs fois, plusieurs intellectuels, comme il a posé la question au début, qui disaient qu'on les a retiré la parole, voilà, que c'est des gens qui n'ont pas droit à la parole, qui n'ont pas donc la compétence ou en tout cas l'intelligence requise, qui ont la parole. Et moi, je suis dans des groupes où souvent je vois des débats. D'autres sont sûrs que ça n'ira pas. Il faut attendre juste quelques mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. On verra donc le chaos donc, imploser même de l'intérieur de ces groupes. Donc pour moi, comme vous avez posé la question sur cette banalisation, je confirme qu'au début, c'était un terme pour banaliser, mais avec le temps, donc c'est devenu un terme qui valorise, un terme qui porte des germes patriotiques. De l'analyse qui découle de votre écrit, en quoi est-ce qu'ils peuvent constituer un nouveau rempart sur la scène politique? Ils peuvent constituer un nouveau rempart parce que vous savez que la politique en Afrique, au Burkina Faso, a toujours été, je vais dire quoi, de la duperie des masses. Il a toujours eu l'achat des consciences. Il faut juste attendre. Uniquement en Afrique? Moi, c'est le contexte africain que je connais, de par le fait que nous avons importé cette démocratie qui ne nous ressemble pas. En tout cas, il faut attendre les échéances électorales pour voir les politiciens aller au contact de l'électorat. L'électorat n'a rien à voir avec le politicien. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que tu me donnes. C'est de l'argent qu'on distribue, c'est des t-shirts, c'est du riz, c'est des motos. Moi, j'ai vécu ces choses. Des motos qui sont distribuées, des tricycles qui sont distribués. Donc, c'est l'achat des consciences. Voilà pourquoi dans mon dernier document qui est sorti, j'ai dit qu'on ne devait pas appeler démocratie en Afrique, mais on devait appeler kleptocratie. Parce qu'on vole. D'abord même, il faut avoir les moyens financiers pour aller dans la campagne politique. C'est celui qui a le plus, qui a la plus grande capacité financière, qui s'offre le plus de chances donc de décrocher ou en tout cas d'être élu, soit à un poste d'élu local, national ou même au poste de président. Donc ça, c'est de la kleptocratie. Donc, ça a toujours été de la duperie. Quand on prend récemment, même quand on prend les dernières élections au Burkina Faso en 2020, Roch a été élu avec moins de 2 millions de voix, si j'ai bonne mémoire. C'est vrai, il y a eu 3 ou 4 millions qui ont participé. Voilà, il y avait 5 millions d'inscrits sur les listes électorales. Il y a 3 millions, tu en as vers 4 millions qui ont participé. Et Roch a eu en tout cas 52. C'était moins de 2 millions sur une vingtaine de millions, avec un potentiel électoral de près peut-être de 12 à 14 millions. Donc c'est pour dire que les masses le plus souvent ne se sentent pas concernées par ces campagnes. C'est les villes qui sont concernées et voilà. Mais avec maintenant l'émergence de ce courant, le Wanyinya, qui prône la veille citoyenne, qui prône la participation active à la vie politique, à la vie de la nation, je crois qu'on va voir émerger une autre façon de faire la politique en Afrique, qui ne sera plus un contact entre politiciens et électorats lors des campagnes politiques, mais qui sera une véritable implication de toutes les couches sociales dans la vie politique de la nation. C'est la lecture, en tout cas, que moi je fais. Est-ce qu'ils peuvent se substituer aux partis politiques qui ont un rôle constitutionnel, l'article 13 de la Constitution, qui permet la création de partis politiques où librement ils peuvent aller à la conquête du pouvoir d'État? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se substituer à ces personnes-là? Oui, je vois 2 options. Dans mon écrit, j'ai dit que les sociologues, les politologues, voilà, les politiciens, au lieu de banaliser ce groupe, de penser que c'est un groupe éphémère qui a surgi donc avec la transition et qui est appelé donc à disparaître dans les mois ou les années à venir là, je crois que moi ma pensée c'est que ce groupe là soit étudié, qu'on comprenne ce phénomène et que on essaie de les accompagner, de les encadrer ou au besoin même d'épouser leur idéal, parce que c'est un idéal qu'ils ont. Ils pensent que la politique en Afrique, c'est de la corruption, c'est quoi? C'est un leurre, des promesses jamais satisfaites. Quand vous écoutez la plupart de ces Wanyinya-là, ils vous diront que ils ont été déçus par les acteurs politiques. Des promesses depuis donc l'ère comparée jusqu'à l'ère Roch, qui n'ont jamais donc été donc concrétisées. Donc si des politiciens aujourd'hui, de par la franchise, de par un engagement réel, peut donc les séduire, peut donc les convaincre, intégrer leur vision dans leur programme, leur aspiration, je crois que ces politologues ou ces politiciens gagneraient donc à le faire. Autrement dit aussi, du milieu de ces Wanyinya
peuvent aussi émerger des acteurs politiques qui pourront avec le temps se substituer, transformer ces groupes-là en partis politiques et aussi aller à la conquête du pouvoir d'État. Je pense que tout est possible. Voilà. À vous la parole, juge Géo Favara. Oui, merci, Président. Il y a, comment dire cela, le procès un peu de la démocratie qui est un peu fait. Mais pour moi, quand on dit démocratie, il faut accepter de savoir de quelle démocratie on parle. Si c'est de la nôtre, d'abord, est-ce que c'est une démocratie? C'est la première question qu'il faut se poser. Si ce n'est pas une démocratie, pourquoi est-ce qu'on continue dans un système qui n'est pas celui dans lequel on a une expression claire du peuple en termes de choix? Et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit le choix du peuple qui transparaisse à travers le processus qu'on aurait voulu, démocratie ou autre? Je pense que c'est ça qui est le débat et qui est le plus important. Vous disiez dans votre écrit, parlant des Wahiyans, qu'ils sont un peu pour le putschisme, vous avez employé un salvateur. Mais le putschisme salvateur, ça n'est pas un mode de renouvellement. Ça ne peut même pas être un mode de renouvellement. Parce que même quand on vient au pouvoir par les armes, on n'accepte pas qu'un coup d'État soit fait. On se donne le temps de restructurer les choses pour mettre sur les rails et puis espérer évidemment que s'il y a des procès de désignation d'un président, ça se fasse de la meilleure des façons qui soit. C'est ce vers quoi on va. Et ceux qui vont compétir, c'est des politiciens. C'est ceux qui acceptent de venir dans l'arène politique. Et ça, c'est comme ça c'est fait. Et selon un jeu qu'on dit démocratique. Est-ce que pour vous, parce que vous avez dit ce que c'était, il faut réinventer la chose, et c'est quelle alternative à la démocratie il faut trouver? Ok, merci bien pour la question qui est très large. Je vais commencer donc par l'expression putschisme salvateur. En fait, je ne suis pas en train de dire qu'il faut chaque fois renouveler les régimes par les putsch. Non, quand vous écoutez ces groupes-là, et moi je ne suis pas en train de les défendre. Ce que je dis, en fait, je peux dire que ça ne vient pas de moi. Je fais une lecture et j'ai recueilli des avis et je ne fais que lancer une alerte. La publication, je l'ai renouvelée récemment, mais elle a été faite premièrement dans le mois de septembre. C'est en septembre, je l'avais fait, avant donc de la reprendre récemment, courant semaine. En ce moment, on les appelait même Irissi. Les Irissi. Ouais. C'est maintenant que le terme Wahiyans a pris donc de l'ampleur face donc au terme Irissi. Donc, je suis en train donc de faire une lecture d'un scientifique et je dis simplement que aujourd'hui, nos nations, je parle des 3 États, nos États sont dans le gouffre. Étant dans le gouffre, ils ne voient pas, et à ce niveau, moi-même je les rejoins, je ne vois pas quel est le mécanisme qui puisse sortir nos États du gouffre. Et ce n'est même pas les 3 États même de l'AES. Je peux même prendre toute l'Afrique, toute la CEDEAO. C'est un cycle électoral, c'est un système démocratique qui est copié, qui ne nous ressemble pas. Et on va marcher avec ça pendant encore des années, des siècles. On n'aura pas les résultats escomptés. Voilà pourquoi je dis, le putschisme salvateur, c'est quoi? C'est des gens, des putschistes, visionnaires, comme Sankara, des acteurs politiques militaires, comme les Kadhafi, comme les Paul Kagame, qui viennent au pouvoir dans le but de participer ou d'agir à la refondation de nos États. Parce qu'une fois, je l'ai dit ici, si un jour il y aura refondation de nos États, moi je ne pense pas que ça viendra d'un régime élu démocratiquement, comme Roch, comme Alassane, comme Macky Sall. Parce que c'est des gens qui vont d'abord être inféodés par le système néocolonial. Ils sont redevables au système. Si bien que la conquête du pouvoir va déjà même les pervertir. Et une fois aux manœuvres, les rênes du pouvoir, ils ne peuvent pas changer grand-chose. Ils doivent suivre le principe et sortir de l'autre côté. Pour moi, nos États ont besoin de refondation. Et ça ne viendra pas des démocraties telles qu'on le voit. Ça viendra donc des putschs salvateurs. Voilà pourquoi je dis salvateurs. Ce n'est pas tous les putschs qui sont salvateurs. On voit ce qui se passe actuellement en Guinée. Moi, ça ne me satisfait pas. Moi, ce qui se passe au Gabon, ça ne me satisfait pas. Donc, pour moi, le plus salvateur, c'est des gens patriotes qui vont travailler à désarticuler l'ancien système, à mettre en place
un nouveau système, comme on l'a vu au Ghana avec Rawlings quand il est venu, il a quand même fait un putsch salvateur, un double putsch salvateur au niveau du Ghana, et il a mis le Ghana sur les rails de la démocratie. C'est de ça moi je parle. Donc ça c'est la première facette de votre question, ça c'est le putsch salvateur. Maintenant, est-ce que ces populations peuvent se constituer, je ne sais pas si je me rappelle de l'autre facette de la question, apparemment je l'ai oublié. Non, parce que dans le putsch salvateur, parce que j'ai dit que le putsch ne peut pas être un moyen de renouvellement. J'ai dit, vous faisiez tout à l'heure le procès de la démocratie. Oui. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment le procès même de la démocratie qu'on fait? Parce que ce que vous décrivez, le mot qu'on a vu ici, tout le monde est d'accord. Ce n'est pas l'expression du peuple dans sa globalité, parce qu'il n'y a qu'à voir les statistiques pour s'en rendre compte. Mais est-ce que c'est le procès de la démocratie dans ce cas-là qu'on fait? Et dans ce cas de figure, c'est quelle alternative? Même quand on prend la charte de la transition, la transition, elle a un rôle aussi. C'est de baliser tout, organiser des élections pour... Oui. Maintenant, donc c'est quoi l'alternative? C'est dans quoi vous voulez qu'on aille? Si c'est pas la démocratie. Ok, merci bien. C'est la facette alternative là que j'avais donc oubliée. Voilà. Je suis d'accord que la transition, c'est aussi une façon de restructurer les choses. Mais je trouve que le temps imparti est trop court. Vous ne pouvez pas pendant 50 ans, 60 ans, 64 ans, disons, rouler sur une fausse route et vouloir en une seule année ou en 2 ans tout restructurer. Ce n'est pas possible. J'ai pris l'exemple de Rawlings tout de suite. Il n'a pas fait 2 ans, il a fait plus de 10 ans au pouvoir. Il a fait même 20 ans. C'est dans les années 2000 qu'il a quitté le pouvoir, alors qu'il est arrivé dans les années 79-80. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, peut-être ça va aussi jeter sur la table aussi le débat sur la durée de la transition. Je pense que je l'avais déjà dit ici. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudra donner plus de temps. Je m'assume. On peut me qualifier de griot, de personne achetée. Je sais que ce n'est pas le cas. C'est mon sentiment intérieur, ma conviction que j'exprime. Il faut donner le plus de temps à la transition pour non seulement triompher du terrorisme, c'est un, mais aussi agir à la restructuration de l'État. Cet État qui était donc dans une déliquescence totale à tous les niveaux, qu'on restructure tout, qu'on lutte contre la corruption, qu'on lutte contre la malgouvernance. Récemment, dans l'adresse du président, il a parlé donc de l'administration avec donc le laxisme, la corruption, tout ça. Il faut vraiment des pouvoirs comme ça pour redresser, parce qu'on sait aussi entre-temps que la forte politisation de l'administration était devenue un frein même à la rentabilité de cette administration burkinabé. Donc l'alternative c'est quoi? Moi, il faut d'abord dire que je ne suis pas contre la démocratie. Je suis contre la démocratie électoraliste, contre la démocratie occidentaliste. Parce que toute démocratie, quand on prend l'Europe, l'Europe est démocratique. L'Europe c'est un continent de démocratie. Mais les démocraties en Europe ne se ressemblent pas. Entre la démocratie française et la démocratie britannique, la démocratie italienne, il y a des variances. Pourquoi on ne permet pas? Mais quand on regarde l'Afrique, quand on regarde les pays donc francophones de la CEDEAO, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Niger, voilà, Bénin, autres, Sénégal, c'est plus ou moins le même format démocratique qui est copié donc au système français. Et dans une des adresses du président Traoré, il a dit, ou bien c'est le Premier ministre Tambela qui l'a dit, notre première constitution en 1958 est venue de la France. C'est Maurice Yaméro l'a apporté dans son sac depuis la France. Notre constitution en 1991, après donc qu'il ait été rédigé par des experts nationaux, mais la dernière lecture, correction, amendement, ça a été fait par un Français. Ça ne nous ressemble pas. Donc moi je pense aujourd'hui, il faut avoir le courage de mettre en place un système démocratique qui soit inspiré de nos réalités. Dans notre constitution, on ne parle pas de sorcellerie. Est-ce que c'est réaliste? Dans notre constitution, vous êtes marié devant donc l'imam à la mosquée ou à l'église, vous avez fait votre PPS au village, on ne vous reconnaît pas comme un homme marié. Parce qu'il faut forcément aller devant le maire. Ça ne nous ressemble pas. Il y a combien de vieux au village qui ont 3 femmes, qui ont 4 femmes, qui ne se sont jamais présentés devant le maire. Et on les considère comme les célibataires. Ça ne marche pas. On prend notre appareil, notre appareil judiciaire. La plupart des magistrats, aujourd'hui notre constitution dit que pour être un magistrat, il faut avoir étudié le droit. Mais à mon sens, ce ne sont pas des questions qui doivent relever simplement de ceux qui ont étudié le droit.
la justice est d'abord, avant tout, une question de société. On devait aussi permettre à des sociologues, permettre à une gamme variée de gens de participer. Donc il y a autant de réalités qui ne reflètent pas notre culture. Il y a, comme je l'ai dit au début, excusez-moi une minute, comme je l'ai dit au début, le système éducatif même qui manœuvre tout ne ressemble pas à la société burkinabé. Voilà pourquoi moi je dis je suis pour la démocratie, mais une démocratie qu'il faut réinventer. Et l'alternative pour moi, en termes de gouvernance politique actuellement, c'est qu'on permette que la transition œuvre sur une longue durée. C'est combien de temps pour vous? Moi, je pense un minimum de 5 ans. Un minimum de 5 ans, c'est un temps large, suffisant. Quand on va par exemple au Mali, ils ont aussi eu ce temps. Ils ont mis en place une nouvelle constitution qui même condamne les coups d'État. C'est pour dire que tout le monde est unanime. Que le coup d'État n'est pas un cycle normal. Mais il y a des périodes où le coup d'État est nécessaire. Comme l'avait dit Laurent Bado, il y a des coups d'État salutaires qui redressent la nation et donc ça nous permet d'avancer. Quand on vous écoute par rapport à ce procès qui est fait à la démocratie, j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi ça marche ailleurs? Pourquoi certains arrivent à s'en sortir? Est-ce que, comme le dit souvent le juge Ofavara, est-ce que souvent au lieu d'indexer le médecin ou d'indexer ce qu'il a donné comme ordonnance, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser des questions sur la posologie? Quand on prend la démocratie, quand on prend ces pays francophones que vous avez cités, où la posologie pour appliquer préconise un mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois. Certains vont au-delà. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la manière même où nous pratiquons cette démocratie et non pas en vouloir nécessairement la démocratie elle-même? Moi, je pense que les deux faits sont liés. C'est parce que le format démocratique que nous avons est déjà biaisé que les hommes politiques qui participent, ou du moins qui animent cette vie politique-là, sont aussi dans le même glissement. Je m'explique. Quand par exemple on prend un président comme Alassane Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire, mais cette même constitution qui dit qu'il a droit à 2 mandats, cette même constitution lui dit qu'on peut modifier la constitution. Et quand il modifie cette constitution, ça crée un débat. Ou bien on prend le cas actuellement donc du Sénégal avec Macky Sall. Mais on va mener ce débat-là pendant 10 ans. On verra que le camp Macky Sall a raison. On verra aussi que ceux qui s'opposent à Macky Sall aussi ont raison. Chacun a une part. Toujours sur l'exemple que vous prenez, le dernier rempart, le Conseil constitutionnel a tranché. Oui. Et quand on respecte les principes dictés, il n'y a pas d'entorse à la démocratie comme ce à quoi on est en train d'assister au Sénégal. Mais Macky Sall reste au pouvoir ou il reste pas au pouvoir. C'est ça que... La tenue des élections a été recommandée par la Constitution et il s'est engagé à respecter l'organisation de ces élections. Ok, on verra donc dans le cours des événements, parce que moi c'est le résultat, c'est pas ce débat, bon, tout, voilà. Moi je pense que déjà même ce qui se passe prouve que la démocratie est un système de falsification. C'est un jeu de cache-cache. Pas toute la démocratie, mais la démocratie en Afrique telle que nous l'avons copiée. Et quand vous écoutez des présidents comme Idriss Déby, qui dit que derrière cette démocratie de façade se cache la France qui manœuvre tout. Aujourd'hui, est-ce que Alassane décide de lui-même? Est-ce que Macky Sall décide de lui-même? Est-ce qu'il n'y a pas une puissance derrière, comme la France, qui téléguide les choses? En tout cas, Idriss Déby l'a dit. C'est la France, lui, il voulait quitter le pouvoir, et on lui a dit non, tu ne quittes pas, tu restes. Et on va trouver des moyens pour modifier la Constitution, pour te maintenir au pouvoir. Donc, comme vous l'avez dit, il ne faut pas faire le projet de la démocratie en tant que système. C'est avant tout une question même des acteurs. Mais la perversion des acteurs aussi découle du fait que le système ne nous ressemble pas. Si par exemple on avait dit, au lieu de prêter serment sur la Constitution, les gens devaient prêter serment selon ta croyance religieuse. Si tu es musulman, c'est souvent un exemple que je donne à mes étudiants en classe. Si tu es musulman, que tu prêtes serment sur le Coran. Si tu es chrétien, que tu prêtes serment sur la Bible. Si tu es traditionnaliste, que tu prêtes serment sur l'autel de terre. Je pense que cela aurait eu l'Africain croit. L'Africain est croyant de nature. Il croit à quelque chose. Vous déposez un papier, constitution, dit de prêter serment. Nous ne sommes pas une société d'écriture. Nous sommes une société d'oralité.
L'écriture nous a rencontrés en cours de chemin il y a de cela un siècle et quelques années. L'écriture vient tout de même de l'Afrique. Quand je dis l'écriture, mais quand vous êtes déconnecté de quelque chose pendant 1000 ans, ça ne vous ressemble plus. Depuis l'Égypte antique, toutes les sociétés, quand on prend nos royaumes et nos sociétés, nos sociétés traditionnelles et tout, nos formations sociopolitiques, depuis 4 siècles, 5 siècles, il n'y a pas eu d'écrit. Il n'y a pas eu d'écrit en dehors donc des Arabes qui sont venus et récemment avec la colonisation. Donc, on a été déconnecté de l'écriture depuis plus de 1000 ans, si bien que ça ne nous ressemble plus. Donc, quand on dit constitution, vous ne pouvez pas mettre dans l'esprit d'un président comme Blaise Compaoré ou encore Roch Échange de ne pas modifier la constitution ou Alassane. Modifier la constitution, c'est un acte banal. Mais aller jurer sur l'autel de terre et faire un parjure, c'est impossible. Voilà pourquoi je dis que c'est des choses qui ne nous ressemblent pas. Et pour revenir au sujet, qu'est-ce qui empêche cette veille citoyenne, où vous estimez que c'est un nouveau rempart, qu'est-ce qui empêche la veille citoyenne de se constituer en parti politique et suivre les règles du jeu? Oui, je crois qu'avec l'évolution, ça va arriver. Soit des leaders de cette veille citoyenne, les Wahiniens, des leaders vont émerger, se constituer en parti politique pour aller à la conquête du pouvoir d'État. Soit avec le temps, les politiciens vont comprendre la force sociale de ces structures-là et tenter donc de les séduire pour donc être leurs représentants dans les prochaines échéances électorales. Moi, je pense que c'est possible. Mais pour l'instant, comme il y a suspension des partis politiques, se constituer en parti politique, non seulement le parti ne sera pas reconnu, et c'est aussi vous mettre dans une posture d'inactivité. Parce qu'une fois devenu parti politique, vous n'aurez pas l'attitude d'agir comme vous le faites dans la veille citoyenne. Voilà, c'est comment je pense. Vous avez tout à l'heure appelé effectivement cette suspension des activités des partis politiques. Est-ce qu'il en est de même pour les associations, les organisations de la société civile? Oui, je crois que la suspension concerne tout le monde et tout le monde en principe devrait se conformer à cela, même si dans la pratique on voit que cela n'est pas le cas. Voilà, est-ce qu'on est également d'accord que la veille citoyenne en partie est composée d'un certain nombre d'organisations de la société civile qui mènent des activités? Ce sont des gens qui tentent de se reconvertir. Et moi, je ne condamne pas cela. Même les politiciens aussi pouvaient se reconvertir. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'on est également d'accord qu'avec les activités des partis politiques qui sont suspendues, il y a les activités des organisations de la société civile qui sont également suspendues? Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'au sein de la veille citoyenne, il existe des organisations de la société civile qui mènent des activités? Oui, je connais beaucoup de leaders d'OSC qui agissent au niveau donc de la veille citoyenne. Mais j'arrive à les comprendre parce que l'action n'est pas faite en tant que OSC. Leurs activités sont menées dans le cadre de la veille citoyenne. Et quand on sait qu'il y a déjà une loi même qui a été votée, donc je crois bien que c'était en mai 2023, sur la mise en place des comités de veille et de développement, les COVED, et donc qui sont peut-être en cours d'exécution, en cours de mise en application. Je crois que la veille citoyenne n'est pas interdite. Quand on sait que il faut donc une vie, il faut organiser donc les villages, les secteurs pour que les gens participent à la lutte contre le terrorisme, mais aussi à l'effort de guerre, c'est pas exclu. Voilà pourquoi je dis que même les politiciens ne pourront pas faire de la politique pure, pouvaient se retrouver dans ces veilles citoyennes-là pour aussi participer à la vie de la nation pendant cette période trouble que nous traversons. 3 minutes de temps d'antenne, juge Fova. Oui, et c'est vrai que notre convoqué dit beaucoup de choses. Moi, souvent quand on commence par faire le procès de la démocratie, on se retrouve piégé. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il faut dire les choses telles quelles. C'est de quelle démocratie on parle. Et c'est la façon dont on l'amène ici. Tout le monde sait que c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il faut repenser et que la transition est une opportunité pour baliser les choses. Mais pour revenir où? En démocratie. Parce que ceux mêmes qui disent que ça nous a mis dans des problèmes, c'est eux qui disent par après que ce qu'ils font, c'est parce que le peuple veut. Mais si vous vous basez tout le temps sur le peuple, ça veut dire que le système qui est celui même du pouvoir du peuple par le peuple, vous ne pouvez aucunement dire que c'est ça qui est mauvais. Donc je veux dire que même quand on commence à en faire le procès, on est très vite rattrapé par les choses. Deuxième élément, vous parlez de la question de la veille. Moi je ne sais pas, mais il y a quelquefois une approche qui me dérange. C'est dit que vouloir dire il y a politiciens comme ça, il y a population comme ça, vouloir catégoriser, c'est se tromper. Parmi les Wahiyans,
Il y a beaucoup, nous on est journalistes, il y a beaucoup de visages qu'on voit là. C'est des gens qui animaient comment on appelle, les meetings politiques là. C'est les mêmes. Ils sont quoi? Donc, je vais dire, faut pas avoir ce regard-là qui fait du blanc, du binaire, du blanc et du noir. Non, c'est pas comme ça que moi je vois la chose. Et je crois qu'il faut accepter que même les politiques, qui sont aussi des Burkinabés, peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Maintenant, on est face à un problème aujourd'hui. Et je sais qu'à plusieurs reprises, il y a l'appel du pied qui a été lancé. On sait que le contexte ne se prête pas à dire que non, on va aller faire des campagnes d'élection et tout. Mais je pense qu'il y a quand même un étau à un peu ouvrir sur ce chapitre-là. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Même quand on parle de la charte, vous parlez de la durée de la transition. Quand on va discuter de la durée de la transition, c'est avec toutes les composantes de notre nation. Mais les composantes, là, il faut qu'elles se réunissent pour venir donner le clair mot de ceux qui les représentent. Donc, on est toujours piégé d'une certaine façon. Donc, pour moi, il ne faut pas être... je pense que dans une situation, il faut savoir mettre balater. On a besoin de tous les Burkinabés. Moi, ça, c'est déjà très important. Et je ne pense pas qu'il y ait qui se mettent vraiment en marge. Sinon, auquel cas, ça se saurait. Il y a vraiment pour moi cette précision-là à donner. Maintenant, la nature a horreur du vide. Les actes sont très politiques maintenant, même posés par ceux qu'on dit être ou un ayant ou quoi. C'est un acte vraiment politique. Parce que ceux qui sont dans cette sphère-là aussi sont, comme vous dites, là, attentistes. Mais je ne pense pas que ce soit de l'attentisme. C'est la réalité de l'instruction. Ça, il n'y a pas autre façon de le dire. Maintenant, peut-être dernière question. Comme vous évoquiez par exemple Rawlings. Je pense que Rawlings, il est venu par les armes. Il a déposé la tenue. Il a même ouvert le multipartisme et puis lui-même est rentré dans la danse et il s'est fait élire. C'est comme ça que vous entrevoyez peut-être dans la longueur la chose? Bon, pour moi, pour l'instant, même Rawlings, c'est pas dans l'immédiat qu'il a troqué la tenue contre la tenue militaire contre la tenue civile. Il a fait, je sais qu'il est venu au pouvoir avant Sankara, quand Sankara était au pouvoir. C'est dans les années 90, 10 ans à peu près, qu'il a donc commencé le jeu électoral, la démocratie. Donc moi je pense qu'il faudrait que je parle de 5 ans. 5 ans, un régime militaire, un régime comme on l'a, pour les dresser les choses. Mais après ça maintenant, je crois que c'est aux acteurs. Mais qu'est-ce qu'il les 5 ans là, c'est parce quoi? que moi je pense aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui nous tient, c'est la réalité sécuritaire. Même si vous dites 5 ans et qu'on n'est pas dans la bonne situation pour organiser des élections, ça ne veut rien dire. Oui, en fait, je vais m'expliquer. C'est le temps. Pour moi, le temps n'est pas une question de secondes, de jours. Non, c'est comment on avance sur les aspects sécuritaires. Oui, en fait, pour moi, je vois qu'il y a tellement de chantiers colossaux que si on va dire 2 ans, 1 an, 2 ans, c'est pas possible. Et pour moi, c'est pas la question de la sécurité même. La sécurité n'est que la conséquence d'une malgouvernance. Donc il faut non seulement vaincre le terrorisme et corriger le mal lié donc à ce qui avait entraîné le terrorisme. Et le terrorisme n'est que peut-être le mal de trop. Sinon, toutes ces situations de chômage, tout ce qu'on a au Burkina Faso comme les maux sociaux, liés donc allez-y, donc les questions de santé publique et tout ça. Donc moi je pense que de chômage, de pauvreté, de misère, regardez nos villes, les délabrements, c'est autant de mots que nous avons, alors que le pays est riche. Le pays est très riche. Donc c'est une question de gouvernance politique, économique, qu'il faut corriger, mettre le pays sur les rails. Parce que si on parle aujourd'hui d'élections, moi je ne pense pas que s'il y a élection aujourd'hui, le président Traoré va perdre les élections. Non, mais c'est l'ouverture même, parce qu'en Afrique, quand on dit politique, les gens voient querelle intestine, les gens voient coup bas, les gens voient donc, les gens ne sont plus unis pour la nation, pour la patrie, les gens voient les guerres et autres. Et quelqu'un l'avait dit, Amadou Kourma, dans un de ses écrits, il a dit que la politique est dangereuse. Le jour et la nuit vont ensemble, le pain tout. J'ai lu la citation que j'ai utilisée dans un de mes livres, mais il montre à quel point la politique est dangereuse. Et je crois que c'est Laurent Gbagbo qui a dit qu'en Afrique, la sorcellerie est une science. Et la politique est une science proche de la sorcellerie. C'est pour dire aujourd'hui, on revient dans le jeu démocratique là. On ne pourra plus être focus sur des intérêts de la nation. Voilà pourquoi il faut se calmer pendant au moins 3 ans, 5 ans, quitte à maintenant lancer le jeu démocratique. Et là maintenant, si les acteurs actuels jugent qu'ils peuvent aller à la compétition, voilà, ils le feront. Autrement dit, ils vont se retirer, laisser d'autres personnes aller à la compétition.
Et c'est ici que nous mettons un point final à cette 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que le docteur Wenlarima Hyacinthe Ouedraogo était notre convoqué à la barre du tribunal. Il est ancien chercheur, écrivain et titulaire d'un doctorat unique en histoire africaine. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci bien, Monsieur le Président, et merci aussi au juge Vaha pour les questions. Merci, juge Vaha, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.